C'est Volodymyr Zelensky qui vient d'annoncer qu'ils avaient pris le contrôle de la ville de Soudzha. Et du coup, je me tourne vers vous, colonel Pir Dijong. On va d'abord écouter Volodymyr Zelensky, qu'on a en son sur ce contrôle de la ville de Soudzha. Écoutez-le. Le commandant-chef de l'armée ukrainienne a donné un compte-rendu de l'opération dans la région de Koursk. Il y a une nouvelle avancée. Le nombre de soldats russes capturés, qui peuvent ensuite être échangés contre des Ukrainiens, a augmenté. Le général Syrski a également rapporté l'achèvement de la libération de la ville de Soudzha des mains des militaires russes. Un bureau de commandement militaire ukrainien est en train d'y être installé. Je me tourne vers vous, colonel Pir de Jong. Vous êtes vice-président de l'Institut Thémis et spécialiste de géopolitique et aussi ancien colonel des troupes de marine. Le contrôle de cette ville, Soudzha, on en a beaucoup parlé. Est-ce que c'est symbolique ? Alors non, pas du tout. Alors, pour le coup, Soudzha, c'est une ville qui est une petite ville où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Je crois que c'est 5 ou 6 000 habitants. Mais c'est une ville extrêmement importante parce qu'en fait, c'est une espèce de nœud, pas de nœud routier, mais de nœud, je dirais, qui disent, c'est à partir de là qu'on distribue, si vous voulez, ou que le gaz qui part en Europe, qui part en Hongrie, en Autriche, etc., c'est le début du pipeline et qui va en direction de l'Europe. Et donc, c'est un point très, très important, mais qui est pas très loin de la frontière. Parce que autant la prise de course me paraît aléatoire, autant Soudzha, c'est vraiment c'est un nœud central. Donc encore une fois, c'est pas du tout symbolique, et c'est qu'à partir de Soudzha que les Ukrainiens peuvent communiquer sur la prise de contrôle de cette région. Maintenant, le problème, encore une fois, dans cette opération qui était très audacieuse, remarquablement menée, dans laquelle encore une fois les Ukrainiens ont démontré des qualités manœuvrières extrêmement poussées. Le problème, c'est quel est l'état final recherché. Que cherchent les Ukrainiens aujourd'hui? J'ai le sentiment que les Russes n'ont pas fait grand-chose dans cette région. En fait, ont laissé très concrètement les Ukrainiens rentrer. Enfin, ils ont pas pu les empêcher quelque part. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est ça le cœur du sujet. Alors, un coup, c'est pour avoir un meilleur moral. Bon, c'est sûr que ça redonne cette victoire, entre guillemets, cette réussite donne le moral aux forces ukrainiennes. Oui, dans le futur, c'est une zone qui sera échangée contre des zones occupées par les Russes actuellement en Ukraine. C'est probable aussi. Mais on n'en sait rien. Donc, le problème, encore une fois, on voit pas très bien à quoi ça sert. Et on sait également qu'il y a un front Est, qui est un front dans lequel les Ukrainiens ne sont pas tout à fait à l'aise. Et donc, on peut imaginer que, malheureusement, je pense que les Ukrainiens sont obligés de récupérer des effectifs à l'Est pour les faire remonter dans cette région. Donc, encore une fois, dans la balance des effectifs, est-ce que c'était une bonne chose ou pas? Je ne sais pas. Donc, encore une fois, c'est très compliqué pour les Ukrainiens. C'est une réussite. Mais maintenant, il faut pouvoir en tirer le gain. Alors vous n'avez pas l'air d'être vraiment d'accord autour de cette table avec le colonel Pir de Jong. Qui veut réagir? Non, mais c'est vrai que tout à l'heure, on a eu des témoignages de soldats ukrainiens qui se trouvent sur le front du Donbass, où ils disent que c'est extrêmement difficile. Tout à fait. Voilà, où les Russes ont conquis encore un village et ils se rapprochent. Ils sont à une quinzaine de kilomètres d'une ville qui est importante, en l'occurrence, parce que c'est un nœud de logistique pour l'armée ukrainienne. Et ces soldats ukrainiens, effectivement, disaient peut-être que ceux qui sont du côté de Koursk, ce serait une bonne idée qu'ils viennent nous renforcer parce qu'ici, c'est difficile. Mais les deux sont importants, évidemment, pour l'Ukraine, parce que cette entrée en Russie, avec son effet totalement spectaculaire d'un point de vue psychologique, ne serait-ce que d'un point de vue psychologique, évidemment, pour l'Ukraine qui, depuis des mois, subissait la poussée, alors qu'il n'était pas une poussée, il n'était pas question d'une marche triomphale vers Kiev, mais des bouts de terrain qui étaient grignotés tous les jours ou toutes les semaines. Donc pour les Ukrainiens, c'était important de montrer qu'ils pouvaient de nouveau être à l'initiative. D'ailleurs, leur objectif, c'était précisément aussi de soulager les militaires qui sont dans le Donbass, oui, en espérant que les troupes russes se dirigent vers Koursk et donc arrêtent. Ça fonctionne. Voilà. Alors non, justement, c'est ce qu'ils disent, c'est que pour l'instant, ça ne fonctionne pas encore. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Donc c'est vrai que pour les Ukrainiens, les deux sont importants. C'est-à-dire que être en Russie, évidemment, c'est capital pour transférer la guerre du territoire ukrainien au territoire russe, mais ça ne veut pas dire que sur le territoire ukrainien, il n'y a plus la guerre. Et là, dans le Donbass, effectivement, c'est très difficile pour les Ukrainiens. On comprend que pour Volodymyr Zelensky et Syrski, le général Syrski, les décisions sont aussi difficiles à prendre parce que les deux enjeux sont très importants et à un moment, il va sûrement falloir trancher. Oui. Bien sûr. Aline, vous voulez réagir? Ils sont au courant qu'il y a deux fronts, en tout cas sur la question de l'un des objectifs probables de
aussi, parce qu'il y a ces poly-objectifs d'alléger la pression, j'ai envie de dire, dans le Donbass. Ce qui est quantifiable d'ores et déjà, c'est que les redéploiements qui étaient aussi prévus des forces russes dans le Donbass pour aggraver encore plus la situation ne se font pas. Donc ça, c'est assez quantifiable. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, d'un point de vue strictement militaire, si on parle du Donbass, il y a un intérêt. Et de ne pas aussi oublier qu'à ces endroits-là, de cette oblast de Koursk ou de Belgorod, ce sont des nœuds de logistique militaire russe extrêmement importants. C'est-à-dire que ça veut dire des routes pour le ravitaillement, ça veut dire des chemins de fer, ça veut dire des zones où on envoie la machine de guerre tuer des civils ukrainiens de l'autre côté. Et donc il ne faut pas oublier, quand même, pour les états-majors ukrainiens, pour les soldats ukrainiens, ce qui compte dans tout ça, c'est de protéger les vies ukrainiennes. Et ils le disent, ils le répètent, et la société civile aussi en parle, la presse ukrainienne en parle. L'un des objectifs manifestement probable de tout cela, c'est d'avoir réussi, ou en tout cas de tenter, de protéger, encore une fois, les oblasts de Soumy et les oblasts de Kharkiv qui sont sur un feu continue depuis des semaines et des semaines. Selon les chiffres ukrainiens, ceux du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, ne serait-ce que par rapport au début de l'été, il y a eu plus de 2000 frappes sur l'oblast de Soumy. Donc il y a une tentative, des opérations, un pays qui se défend et qui essaye d'endiguer tout cela. Et ça, c'est un objectif qui est quand même s'entend quand on parle de défense nationale. C'est comment on protège les civils. Donc tout est fait avec une réalité extrêmement complexe. Et c'est d'ailleurs d'où l'exploit et de saluer, encore une fois, et d'insister sur le courage et l'héroïsme absolu des soldats qui sont engagés. C'est comment trouver des solutions pour repousser l'ennemi et protéger les Ukrainiens. Si vous voulez, je peux vous donner 5 objectifs exacts. Je ne suis pas colonel, mais je dirige une think tank qui s'occupe des questions de sécurité. Nous avons et les colonels et les généraux dans notre think tank. Donc il y a 5 objectifs clairs dans cette opération. La première, dont j'ai déjà parlé, c'est organiser le zone tampon pour, comme disait Alina, pour éviter les bombardements par les bombes flottantes. Donc j'ai déjà assez raconté. C'est le premier objectif le plus important. Le deuxième objectif, très important, c'est retirer les forces russes de la fronte de l'Est. Pour le minute, quand je suis arrivée sur ce plateau, on a une information que Tchassivyar, qui était très tendu, ça y est, les Russes sont partis. Ils sont partis sur le front de Koursk. Pour votre information, il y a aussi les forces russes qui partent de Crimée. Il y en a quand même pas mal. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact. On n'a pas encore calculé les chiffres, mais on a l'information de la part de notre source de l'information de Crimée qu'il y a une quantité massive qui part de là-bas. Il y a aussi les forces qui partent de Kaliningrad. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même s'ils arrivent tous au Koursk, ils sont tous dispersés. C'est pas l'unité qui va se battre. Ça, c'était le but de l'Ukraine. Voilà, ça c'est le but. Mais ils retirent leurs forces de l'endroit qui sont super importants pour nous. Ça, c'était le deuxième objectif. Troisième objectif, c'est montrer à tout le monde entier que Poutine est incapable de gouverner. Quatrième objectif, c'est montrer que les lignes rouges, ça n'existe pas dans cette guerre. Et le cinquième, le plus grand objectif, c'est mettre fin, en fait, de cette opération de désinformation qui existe depuis plusieurs mois, que l'Ukraine va perdre, que l'Ukraine va céder, que l'Ukraine va plier devant les Russes. C'était une campagne de désinformation. Même certains blogueurs ukrainiens étaient subis de cette désinformation. Donc cette campagne montre bien que l'armée ukrainienne elle est en pleine force, que notre général Syrski, s'il fait quelque chose, il va jusqu'au bout parce que c'est lui qui est l'auteur de l'opération de Kharkiv. Il se montre aussi qu'aujourd'hui, l'armée ukrainienne, il a les mains libres pour mener ses actions. Parce qu'avant, on a été retenu par les Alliés et on suppose que c'est l'échange des prisonniers de Karamurza, de Pivovarov et de Yashin, ce qui a permis aux Américains de recevoir des Russes, ce qu'ils cherchaient depuis 6 mois. Là, en recevant ces gens-là en liberté, maintenant, on nous l'a laissé faire tout ce que nous pouvons faire et tout ce que nous devons faire contre les Russes. Colonel Pierre de Jong, vous voulez justement réagir à ce que disent nos invités en plateau ?
Oui, indéniablement, Zelensky, dans cette opération, a récupéré ce qu'on appelle de la liberté d'action. Et donc ça, c'est un point fort, c'est qu'à partir de ce succès ou cette réussite, effectivement, il peut varianter son effort, il peut choisir, si vous voulez, le résultat potentiel de ce qu'il a mené. Ça, c'est un point qui est très important. Le problème est le suivant, c'est qu'encore une fois, contrairement à ce qui vient d'être dit, les forces russes n'ont pas dégarni à l'Est, pas du tout. En fait, c'est très peu les effectifs qui ont été récupérés sur d'autres fronts sont extrêmement faibles. Aujourd'hui, la Russie n'a pas réellement besoin, si vous voulez, d'envoyer 10 000 ou 20 000 hommes de plus dans cette région. Ils les avaient déjà, entre guillemets. Simplement, ils étaient mal organisés. Le deuxième point qui est fonctionnel, c'est que les Ukrainiens ont affaire à un système russe qui est extrêmement pyramidal, extrêmement vertical, dans lequel vous avez les décisions qui se prennent au plus haut, et puis en bas, vous avez une espèce de j'appelle ça un bricolage opérationnel, avec le FSB qui commande et qui va commander non seulement ses propres unités, mais en plus doit coordonner la garde nationale et les gardes frontières. Donc ça veut dire qu'il y a des gens différents, des unités différentes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, avec des chaînes logistiques, des chaînes de commandement totalement différentes. Et donc ça pose un vrai problème. Et ça, c'est un avantage pour les Ukrainiens. Maintenant, à l'heure où je vous parle, les pertes du côté ukrainien sont extrêmement fortes. Ils ont perdu énormément de blindés. Et aujourd'hui, les Ukrainiens n'avancent pas. Ils cherchent plutôt à s'enterrer. Donc on assiste aujourd'hui à une espèce de mise en place, une espèce d'abcès de fixation qui va se créer dans la région, j'imagine autour de Soudja, pour pouvoir, si vous voulez, le temps venu, mettre en place une négociation. En tout cas, quand la négociation se mettra en place, ils utiliseront Soudja comme un des arguments. Mais encore une fois, la solution n'est pas simple. Ils vont s'installer durablement. Il n'a rien compris, ce pauvre colonel. Pardon ? Est-ce que vous pensez qu'ils vont s'installer durablement dans cette région ? Alors, je pense qu'ils vont s'installer le temps qu'il faut. Ce que je veux dire simplement, c'est que dans le rapport de force, tant que le rapport de force est équilibré, eh ben, ils vont essayer de tenir. Le problème de cette guerre, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas de mouvement. Et c'est vrai que cette opération qui a été menée à partir du 6 août était très intéressante, parce que les Ukrainiens créaient du mouvement, il y avait de l'allant, il y avait de l'initiative. Donc, en fait, on changeait le modèle. Malheureusement, ils vont revenir sur le modèle qu'ils ont toujours eu depuis le début, les Russes comme les Ukrainiens, c'est un modèle purement défensif. Donc ils vont s'enterrer, on va refaire des Bakhmout-Pifs, et ça va durer pendant des semaines et des semaines. Et les Russes ne pourront pas reprendre Soudja, ou bien ils le prendront au prix de pertes absolument colossales. Donc on revient sur une guerre défensive qui en fait n'apporte jamais rien, très concrètement. Il y a un autre point qui est très important, c'est le rôle des alliés de l'Ukraine, le rôle des États-Unis, le rôle de l'Angleterre. Quel rôle ont-ils joué ? Alors je sais que politiquement, les Américains sont plutôt sur un modèle, je dirais, low profile, pour bien parler français, sur un modèle, je dirais, où on ne dit pas tout à fait les choses, mais bien évidemment, il y a un effort qui a été fait par les Américains pour aider les Ukrainiens à mener cette opération. Dans quel but ? C'est compliqué. Peut-être que l'objectif était peut-être justement de pousser les Russes à, soit commettre l'irréparable, soit mener des opérations extrêmement dures qui, en fait, permettraient... les Américains ont été très compliqués par cette opération, en fait.